François Fournier est avec nous. Bonjour François. Salut Rémi, salut Karima. OK, Salut! je vais pas te mettre mal à l'aise, mais je vais te mettre mal à l'aise. Vas-y, vas-y, Il y a quelques années, François, si le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, avait annoncé ce qu'il a annoncé dans les dernières heures, te connaissant un peu, t'aurais peut-être eu envie d'en rire ou t'aurais peut-être eu envie de ne pas prendre ça très au sérieux. Je vais donc dire ce qu'il a annoncé. Là. Il a annoncé que s'il prend le pouvoir, en gros, là, il va faire en sorte que les entrepreneurs, les entreprises québécoises aient beaucoup moins de paperasse, qu'ils n'aient pas l'impression que l'État est dans le chemin pour elles, pour eux, s'ils veulent faire de la business. Comme je dis, il y a quelques années, j'aurais eu l'impression peut-être que dans une certaine famille de la droite, peut-être à Québec, on s'en serait moqué. Est-ce que ça a changé chez toi? Ben, on est obligé de reconnaître puis de présumer de la bonne foi des gens qui font du chemin, entre guillemets, idéologiquement, là. Donc, c'est-à-dire que PSPP est quand même passé dans les dernières années de «over my dead body» à la question «est-ce qu'on va baisser les impôts?» à la phrase la déclaration que tu as paraphrasée, qui est quand même, je veux dire, très parlante, là. Il dit la chose suivante: un gouvernement du Parti québécois procédera à une baisse historique du fardeau fiscal des entreprises. Une baisse historique, là. Donc, il ne s'agit pas de dire ouais, on vous a compris, il y a un petit peu trop de formulaires à remplir. Non, on parle de baisse historique du fardeau fiscal. Donc, on dit qu'on veut créer un climat d'affaires qui est propice aux investisseurs. Moi, je ne peux qu'applaudir ces propos. Après, je suis très curieux. J'ai hâte de voir si la plateforme et le programme qui va être annoncé pour l'élection va être compatible avec cette nouvelle, nous dit-on, philosophie-là. Mais je suis obligé quand même de noter que c'est un virage là, de la part du PQ. Là. Je comprends que pour des raisons politiques, certains vont dire non, on a toujours eu cette sensibilité-là, mais quand même, c'est un virage. Là. Si on compare avec l'élection de 2022-2018, ça fait au moins depuis Lucien Bouchard qu'on n'a pas entendu ce type de discours-là au Parti québécois. En tout cas, Ouais, mais avec François, ouais. avec cette vigueur-là, si je peux dire. Oui, mais François, quand même, je pense que tu peux faire un peu la distinction entre le fait que ça reste, je pense, cette idée un peu social-démocrate qu'on a besoin des services, on veut quand même offrir des services à la population, mais donc, tu parlais des impôts puis l'aspect des citoyens, là, des Québécois, et ensuite de travailler à un meilleur environnement d'affaires, de créer, finalement, de faciliter les choses pour les entreprises. C'est un autre chapitre aussi. Évidemment, tout ça est lié, mais il y a quand même ça, je pense qu'il faut faire le distinguo, là. Oui, mais lorsqu'il écrit, par exemple, notre philosophie au Parti québécois, elle est simple, on veut se tasser du chemin. Ça n'a pas toujours été la position du PQ, se tasser du chemin. Ça a plutôt été l'État entrepreneur, l'État qui met de l'avant des grands projets. C'était le cas sur Bernard Landry, ça a été le cas sous d'autres. On pense que l'État est un instrument pour pousser l'économie, mais je pense que on peut remercier la CAQ de manière un peu ironique à ça, c'est que je pense qu'ils nous ont vaccinés pour quelques années du fameux dirigisme économique. Je pense qu'on est arrivé au bout de ça, là. Les Québécois sont plus capables de voir qu'on prend leur argent pour mettre dans des startups un peu risqués. Finalement, on perd tout ou ça fonctionne pas vraiment. Puis après, il y a comme personne de responsable. Il y a personne aujourd'hui qui porte la responsabilité de la filière batterie. Même François Legault nous dit non, non, la vérificatrice générale, en fait, elle a rien compris. C'est extraordinaire ce qu'on a fait. Elle se trompe. C'est son travail d'analyser et de rapporter les choses selon une exactitude au couteau, mais elle se trompe. Est-ce que c'est la lecture des événements donc, qu'il faut faire? La CAQ a raté son coup en se mêlant de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Puis là, tous les partis politiques qui sont pressentis pour gagner la prochaine élection, à part la CAQ, évidemment, mais on est les libéraux qui disent la même chose en passant. Là, ils disent la même affaire. On va essayer de laisser les entrepreneurs faire leur travail. Le PQ aussi. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? C'est que la CAQ a raté son coup, puis là, il n'y a pas d'offre politique similaire à la CAQ qui est gagnante politiquement, là. Ben, je pense que oui, parce que si on remonte au règne des libéraux sous Philippe Couillard, il y avait quand même cette vision-là, mais beaucoup plus réservée. C'est-à-dire qu'on a eu quand même des projets de ce type-là. On pense à la cimenterie mécaniste, là, qui était prendre l'argent des contribuables pour aller dans des gros projets. En plus, dans ce cas-ci, projets extrêmement polluants, alors que d'un autre côté, on disait aux gens, faut faire attention, faut sauver la planète. Mais c'était quand même beaucoup moins accéléré. Mais François Legault s'est toujours défini comme un nationaliste économique. Il a toujours pensé que c'était le rôle de l'État de protéger les sièges sociaux, d'investir, d'utiliser la Caisse de dépôt, Investissement Québec à des
des fins quasi politiques, j'ai envie de dire. Là. Et je pense qu'il est allé tellement loin là-dedans que même des partis traditionnellement sociaux-démocrates se rendent compte maintenant qu'on est peut-être dû pour un genre de virage. Puis moi, j'applaudis ça. Mm-hmm. Et parlons maintenant, là, aujourd'hui, on a vu, c'était le ministre Lacombe qui a décidé de quitter le navire de la CAQ, bon, pour des raisons familiales. Il y a le ministre Jean Boulet aussi qui quitte la vie politique du côté de la CAQ. Comment tu fais, c'est quoi la lecture que tu en fais? Ben oui, c'est ça, entre le temps où je propose les sujets pour aujourd'hui et le temps qu'on réalise cette collaboration-là, il y en a qui se sont rajoutés. J'espère qu'il n'y en a pas présentement qui font l'annonce. Puis c'est un peu ça le point que je veux mettre de l'avant, c'est que je trouve qu'on est dans une forme de supplice de la goutte d'eau là, pour Mme Fréchette. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, par exemple, une grosse entreprise qui décide de faire une restructuration majeure, vous êtes mieux de tirer sur la plug en bon québécois et de mettre à pied, on va dire, 400 personnes d'un coup. Ça donne un choc. Ça crée une onde de choc, mais après, on passe à autre chose tranquillement. Là, on dirait que Mme Fréchette, elle ne peut pas passer à autre chose. Toutes ses annonces passent un peu dans le beurre parce que chaque jour ou à peu près chaque semaine, faites le compte, là, on est rendu à plus de 30 personnes à la CAQ. Christian Dubé, François Bonnardel, 33. Mathieu Lacombe, maintenant Jean Boulet, Éric Girard, celui qu'on connaît moins, là, le Éric Girard du Saguenay. Donc, c'est parce qu'ils sont deux, là, pour le dire pour les gens. Mais, et là, c'est comme les sorties de Christian Dubé par la suite. Et donc là, c'est difficile pour elle, non seulement d'après moi, de recruter des candidats. Parce que mettez-vous à la place des gens qui pourraient être intéressés. Là, si ces gens-là existent, là, ces gens-là se disent, peut-être, moi, Mme Fréchette, elle m'inspire, peu importe, je me verrais continuer avec eux, m'impliquer pour 2026. Par contre, chaque fois que vous ouvrez les journaux, vous ouvrez la télé, il y a quelqu'un qui quitte. Et s'il y a quelqu'un qui quitte, là, ça commence à être problématique. Ça veut dire que non seulement elle n'a pas réussi à arrêter l'hémorragie qui était sous François Legault, parce que ça continue pareil comme quand il était là. Et c'est ça, moi, je pense, qui est un peu paradoxal, c'est qu'elle a réussi à remonter dans les sondages, mais c'est comme si sa propre équipe ne croit pas les sondages. Parce que s'ils croyaient les sondages, on verrait un arrêt de l'hémorragie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commenceraient à se dire « Ouais, j'avais l'intention de quitter, mais finalement, je pense que je vais rester, j'ai des bonnes chances d'être élu. » Et là, finalement, ces gens-là ne croient pas les propres sondages en réalité. Là. Oui, mais imagine, juste fermons les yeux collectivement, là, puis imaginons quelqu'un qui veut faire de la politique, puis là, la CAQ t'approche, puis là, tu te dis « OK, j'ai une job, je vais la laisser tomber, je vais faire une campagne, puis il faut que je gagne, parce que si je perds, je ne peux pas retourner travailler à la même place où je travaillais avant. » Dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est ça. Hein? Tu ne pourras pas retourner travailler au même endroit, à moins que tu travailles à la piscine. Là, c'est... Pourquoi tirer à la CAQ? En ce moment, c'est quand on parle de difficultés de recrutement, il faut mettre tous ces mots-là en majuscules. Là. C'est très, très, très difficile pour Christine Fréchette en ce moment d'approcher quelqu'un qui n'est pas un jeune de 17-18 ans qui veut se faire un nom. Là. Des gens qui ont des carrières, qui ont une réputation. C'est pratiquement impossible de les avoir, ces gens-là. Ben oui, puis quand tu prétends être un parti de gouvernance qui peut prendre le pouvoir puisqu'il l'a depuis 2 mandats, tu te poses toujours la question quel genre de conseil des ministres je vais pouvoir former. Et dans l'état actuel des choses, toutes les grosses pointures ou à peu près de la CAQ qui ont occupé des postes importants ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. On en a nommé plein, mais je pourrais rajouter Geneviève Guilbeault, Lionel Carman. Donc tous ces gens-là qui ont eu un poste important ne se représentent pas. Donc qu'est-ce qui reste en fait pour former un conseil des ministres? Et quand je parle de stratégie pour annoncer ces choses-là, il me semble que si les élus de la CAQ tenaient un peu à la survie de cet héritage-là ou de leur parti, ils n'attendraient pas aussi longtemps avant d'y aller un par un. Tu sais, je pense qu'on Mathieu Lacombe, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à mon avis, on avait eu des signes avant-coureurs lorsqu'il a fait sa sortie, je pense, 3 semaines où il disait « s'il y avait un référendum, je voterais oui. » Pourquoi cette sortie-là à ce moment-là? Moi, je pense qu'il s'est gâté. Il s'est fait poser la question dans le couloir. Oui, mais la position traditionnelle des caquistes, c'est de ne pas répondre. Moi, je pense qu'il s'est gâté parce qu'il savait qu'il s'en allait. Là. Effectivement, peut-être. Et peut-être en terminant de petite minute, tu voulais nous parler de menaces contre Donald Trump. Il y a un agent de la GRC qui a été arrêté. Ben oui, c'est ça. Il y a un homme qui s'appelle Evanson Dumerlu, ou Dumerlus, je sais pas comment ça se prononce exactement, qui est un agent de la GRC dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a, sur Internet, dans une vidéo, dit qu'il voulait s'en prendre violemment au président, tout ça. Et ça dure, en fait, depuis le sommet du G7 de l'année passée, l'enquête sur cet homme-là. Là, ils ont dit qu'il va être arrêté, rencontré par la GRC. Mais je me suis posé un peu la question en voyant ça. Quel genre de gens, exactement, on recrute
dans les effectifs qui sont censés être, c'est comme censé être la police de la police, là, la GRC. Si on apprenait, je me suis demandé quel genre de crise politique on aurait au Canada si on apprenait qu'il y a quelqu'un qui travaille, par exemple, au FBI, que dans une vidéo qu'il a publiée sur Internet, il prétendait vouloir s'en prendre à Mark Carney et mettre fin à ses jours, là, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là. Donc là, je me suis dit, je pense qu'au Canada, il y a peut-être une petite réflexion à avoir sur le processus de sélection. Je sais pas si je trouve que ça fait pas sérieux là, ce qu'on voit là. Tu as raison, François. Puis moi, je lancerais une autre question. Jusqu'à quel point c'est devenu banal de menacer de mort Donald Trump ou de lui souhaiter un malheur? On a vu des artistes ici dire là, que ils aimeraient ça qu'il se fasse tirer, puis quand c'était raté, on dit « Ah, c'est plate, la balle l'a manqué. » Oui. On peut dire ça de façon presque libre, sans vivre aucune conséquence. C'est correct. C'est de la musique aux oreilles d'un certain nombre de personnes. Ben oui, mais quand je dis que c'est une personne comme ça n'a pas beaucoup de jugement, c'est parce que ça prend pas le plus grand jugement du monde pour comprendre que tu représentes une autorité policière. Tu peux créer une crise diplomatique avec ça. Imaginez la nouvelle reprise aux États-Unis. Des agents de police canadiens souhaitent la mort du président en plein milieu d'une négociation de libre-échange. C'est pas sérieux, ça. Là. C'est vraiment pas sérieux. Merci beaucoup, François Fournier. On s'en parle demain. Merci beaucoup.